Ok, donc on va attaquer la partie correction. Donc comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver dans la description le timecode si vous voulez avoir la réponse d'une question bien particulière, avec aussi le timecode de la trace écrite. Donc n'oubliez pas de noter la trace écrite dans le cahier pour que quand on se retrouve en présentiel, vous ayez votre cahier le plus complet possible. D'accord. Et donc on va y aller, on va essayer de traiter un peu l'intégralité des documents. Et on va commencer par l'histoire de Thomson. Alors justement, j'ai déjà commencé parce que quelle particule a été découverte par Thomson? Thomson, vous l'avez là, dans le document. D'accord. Donc forcément, la réponse est là-dedans. Et comme par hasard, qu'est-ce que je vois? C'est que Thomson, il a découvert que l'atome n'est pas indivisible et qu'il contient des particules, le mot est ici, d'accord? C'est pour ça que j'ai commencé à les souligner, chargées négativement et de masse beaucoup plus petite que celle de l'atome, les électrons. D'accord. Donc c'était déjà pré-souligné pour vous montrer que donc, souvent c'est un travail que vous faites avant. Quand vous lisez des documents, n'hésitez pas à aller souligner les informations qui vous semblent importantes. Ça sera un peu plus facile pour vous quand vous allez les chercher dans les docs. D'accord. Donc Thomson, qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce qu'il a réussi à trouver? Parce que les scientifiques que je vous avais montrés dans la bande dessinée, là, sur la page d'avant, ils avaient découvert qu'on était tous constitués d'atomes. Mais dans cet atome, il y a autre chose. Et Thomson, excusez-moi, Thomson montre que l'atome est constitué d'électrons qui sont chargés négativement. D'accord. Cette histoire de charger négativement, c'est lié un peu au même principe que les aimants, c'est-à-dire que ils vont s'attirer ou se repousser en fonction de leur charge. D'accord. C'est un peu le même principe. C'est comme ça qu'on a réussi justement à trouver que il y avait des particules chargées. D'accord. Donc, dans mon atome, j'ai une constitution d'électrons. C'est Thomson, 20e siècle, 1902. D'accord. Question suivante, question 3. Donc, dans quelle partie de l'atome est concentrée sa masse? Alors, pareil, là, il faut chercher le mot masse. Si je trouve le mot masse, j'arrive à trouver la réponse. Alors, vous voyez, il y a plein de documents où on vous cherche à l'intérieur. Tiens, là, on vous parle de Thomson, ouais, les électrons, blablabla, Rutherford. Ouais, ricochet, de là, Rutherford. Ah, tiens, j'ai trouvé le mot masse. Donc, je relis la phrase. Rutherford en déduit que l'atome est constitué d'un noyau central qui contient l'essentiel de sa masse et les électrons se déplacent autour de lui. Pas besoin de chercher plus. Là, par contre, la difficulté, c'est que, vous voyez, le mot masse, il est un peu caché dans le texte. Il n'était même pas en gras par rapport à Thomson ou même le mot particule dans le document d'avant. Donc, c'est la difficulté. Regardez bien dans le texte, parfois, vous risquez de rater des informations. C'est pour ça que vous devez le plus souvent possible lire et relire pas mal de documents le jour d'une vraie évaluation ou d'un examen. Vous avez le temps de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ce que j'ai vu là en vert? L'essentiel, je vais souligner, ça ne me coûte rien. L'essentiel de la masse est centré dans le noyau. D'accord. Donc, question 3. L'essentiel de la masse de l'atome se trouve dans le noyau de cet atome. Ok. Donc ça veut dire que en fait, si vous voulez, pour vous expliquer un peu ça, c'est un peu comme si un ballon pesait 10 kg. C'est bizarre, 10 kg pour un ballon surtout. Et qu'en fait, les 10 kg viennent d'un poids que vous auriez mis en fait dans le ballon qui serait au centre et qui pèserait 9 kg. D'accord. Le poids de l'atome, l'essentiel de la masse d'un atome va se situer au centre dans son noyau. D'accord. D'ailleurs, par rapport à ça, question 4, on parle de noyau là. Donc question 4, quelle expérience a permis de déduire que le noyau est très petit par rapport à l'atome et pourquoi a-t-elle remis en cause le modèle de Thomson? Parce que regardez là, entre ce schéma-là et ce schéma-là, c'est pas du tout le même. Si je regarde ça là,
J'ai pas du tout la même tête que ce qu'il y a ici ou même ce qu'il y a dessiné ici. D'accord? Alors on va commencer simplement. La question 4 donc. Quelle expérience? Il me faut une expérience qui a permis de déduire que le noyau est très petit par rapport à l'atome. Bon, ben, il y a le mot expérience ici, donc je me doute à un moment donné que ça doit être ça. D'accord? Donc l'expérience de qui? L'expérience de Rutherford. On vérifie, blablabla, il a fait des trucs avec des particules alpha, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Il a montré que l'atome est constitué de vide, remettant en cause le modèle de Thomson, et qu'on voit effectivement que l'atome est constitué d'un noyau central, d'accord, qui contient l'essentiel de la masse, et qui est constitué essentiellement de vide. D'accord? Donc quelle est l'expérience, là, si je reprends, quelle est l'expérience qui a permis en fait de compléter, de remettre un peu en cause ce qu'avait dit Thomson? C'est l'expérience de Rutherford. D'accord? Et pourquoi ça a remis en cause le modèle de Thomson? Alors effectivement, je le vois bien là que ça remet en cause le modèle de Thomson. À cause de ça. Parce que regardez là. Là, selon Thomson, les électrons en fait sont un peu partout. Les électrons sont un peu partout. Dans l'atome. Or, on montre effectivement que il y a une majorité de vide dans l'atome. Et donc on se retrouve plutôt avec un modèle comme ça. Un noyau au centre et des électrons qui gravitent autour. Donc c'est pas un modèle plein comme dit Thomson. C'est là, comme je vous avais dit, il faut interpréter les dessins, ça va être un peu plus facile. Là, Thomson, il n'avait pas exactement raison parce que c'est pas un modèle plein, c'est pas des électrons qui sont un peu partout là. C'est des électrons qui tournent autour et un noyau au centre et le reste c'est du vide. D'accord? Donc, l'expérience de Rutherford, Rutherford, pareil, c'est comme Thomson, c'est un scientifique. D'accord? L'expérience de Rutherford montre que le noyau est très petit par rapport à l'atome. C'est-à-dire que le centre du noyau est très faible, est très petit, d'accord, je formule ça comme ça, et que le reste, en fait, c'est un peu du vide. D'accord? Donc, toc, 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 toc. Pourquoi c'est contraire au modèle de Thomson? Pardon. C'est contraire au modèle de Thomson, car les électrons sont en périphérie, sont autour, si vous voulez. Je vais formuler ça différemment plutôt, pour que vous compreniez bien, sinon on va aller un peu trop vite. Contraire au modèle de Thomson, car les électrons ne sont pas dans l'atome. Il n'est pas plein. D'accord? L'atome n'est pas plein. C'est pas un pudding comme... pour ça, on avait considéré ici avec Thomson que l'atome, en fait, est considéré comme un pudding, c'est-à-dire que c'est plein tout ça. Non, non, non. Il a fallu attendre Rutherford, avec son expérience, pour montrer que finalement, il y a un noyau au centre et le reste, c'est un peu vide, tout ça. D'accord? C'est ça que vous devez un peu retenir de cette question-là. Question 5 maintenant. Bon, on va reprendre ce modèle-là. On va prendre le modèle planétaire. Donc, pareil, hein. Hop, hop. Je regarde le modèle planétaire là déjà avant de redécaler ça. Modèle planétaire, donc dans quel document on me parle de modèle planétaire? Dans ce document-là. Ok, donc je sais que mes réponses, elles vont être en général là-dedans. D'accord? Donc, hop là. Je décale ça ici pour qu'on puisse avoir la question. Où se situent les protons chargés positivement, les électrons chargés négativement? Que peut-on dire de leur nombre respectif? On va commencer par la première partie de la question, c'est le plus simple. Bon, les protons chargés positivement, où se situent les charges positives? Je regarde mon document, blablabla, bla bla bla, dans ce modèle, les charges positives
sont concentrés dans le noyau central. Je vais même préciser ici. D'accord? Tandis que les électrons chargés négativement, blablabla, bla bla bla, les électrons sont très éloignés et tournent autour de lui. Les électrons chargés négativement tournent autour du noyau. Vous voyez, j'ai récupéré et les informations, elles sont là. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus que ça. D'accord? Donc on complète un peu le modèle de Rutherford. Rutherford, il a dit plein de choses. Maintenant, ce que me dit le doc 4 avec le modèle planétaire. Question 5. Donc, le modèle planétaire montre que les protons chargés positivement sont dans le noyau, au centre. D'accord? Donc les charges positives, là, les charges positives sont dans le noyau, au centre. Donc on montre effectivement qu'il y a des charges positives dans l'atome. Okay. Les électrons tournent très éloignés du noyau. Autour du noyau en étant éloignés. Oula, en étant éloignés. Je vais juste effacer les deux premières questions. Hop là, pour qu'on ait un peu plus de place. D'accord, donc il y a des protons au centre. Okay, c'est le modèle planétaire. Et des électrons qui tournent autour. Alors, pourquoi modèle planétaire? Avec ce que je viens de dire. Ça avait un gros truc au centre et des petites particules qui tournent autour. Si j'appelle ça le Soleil, j'appelle ça des planètes, on se retrouve dans le modèle de l'univers. Le modèle, justement, du système solaire. C'est pour ça qu'on a appelé ça un modèle planétaire. D'accord? Alors, on n'a pas encore fini la question 5. Parce que c'est un peu technique, ça. Que dire de leur nombre respectif? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire du nombre de protons par rapport au nombre d'électrons? D'accord? Le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives, en essayant de justifier la réponse. Alors, dans le modèle planétaire, on ne me dit pas le nombre. Encore moins dans le dessin. Donc je suis un peu embêté. Ça veut dire que c'est dans un autre document. D'accord? Et là, la difficulté, c'est pour trouver ça, pour trouver cette histoire de charger positivement, charger négativement et le nombre, il va falloir se concentrer sur un autre document. D'accord? Alors, dans quel document on a parlé des histoires de charge? Charge positive, charge négative. Tiens, ici, là, je me souviens qu'on avait parlé de charge négative. Les électrons. D'accord? Et on sait, tiens, si je regarde continuellement, les scientifiques savent que l'atome est électriquement neutre. Électriquement neutre, ça veut dire qu'il n'a pas de charge, il n'a pas de signe. Alors c'est bizarre, il y a des charges négatives. Mais il y a aussi des charges positives. Et qu'est-ce qu'on voit là, tiens? Il y a autant d'électrons que de charges positives. Parce que l'atome est électriquement neutre. La difficulté, c'est que là, il faut trouver la réponse là, de leur nombre respectif dans un autre document. Ce n'était pas forcément précisé. Okay. C'est pour ça que souvent je vous dis cette méthode elle marche, mais à 99%. Parfois, il faut un petit peu plus de réflexion. Et surtout, on va avoir autant d'électrons que de protons, autant de charges négatives que de charges positives. Pourquoi? Parce que l'atome est électriquement neutre. Électriquement neutre, ça veut dire qu'il n'a pas de charge. Formulé différemment, plus 5, moins 5, ça fait combien? 0. Plus 5, moins 4, plus 5, moins 4, ça fait 1. Donc là, on a une charge positive.
plus 5 moins 6, plus 5 moins 6, on se retrouve à moins 1. Donc on a une charge négative. L'atome est électriquement neutre, ça veut dire qu'on a autant d'électrons que de protons, autant de charges négatives que de charges positives. D'accord ? Donc l'atome est électriquement neutre, hein, la deuxième partie de la question. Électriquement neutre. Ok. L'atome est électriquement neutre. Donc, il possède autant de charges positives que négatives. D'accord. On a autant de plus que de moins, autant de charges positives que de charges négatives. C'est-à-dire que si on a 5 électrons, on doit avoir 5 protons. D'accord. Si on a 5 électrons, on a donc 5 protons. Ok ? Ah, c'est un peu compliqué, je sais, il faut s'accrocher. Là, on est vraiment sur une activité qui passe au niveau un peu de la seconde. Hein. Donc, accrochez-vous, accrochez-vous. Sachant que là, pour le moment, tout est dans les documents, mais il faut savoir là, les récupérer correctement. Ok. Phew! Question suivante. La question 6. Je vais peut-être effacer la 4 pour qu'on ait un peu de place dans cette histoire. La question 6, rassurez-vous, elle va être un peu plus simple. Ok. Alors pourquoi dit-on que l'atome a une structure lacunaire? Donc là, l'important c'est ce mot-là, le mot lacunaire. Quelle couleur j'ai pas encore utilisé? Je les ai toutes utilisées, donc on va prendre du rouge. Donc là, le mot lacunaire, il faut réussir à l'interpréter. La structure lacunaire, c'est une structure vide. L'atome est essentiellement constitué de vide. C'est-à-dire que là, j'ai un noyau. Là, j'ai des électrons qui tournent autour. Et entre ces deux trucs-là, il n'y a rien. C'est pour ça que c'est lacunaire. Lacunaire, ça veut dire qu'il manque des morceaux. C'est pas une structure, et j'insiste bien pour revenir sur la question là. Pourquoi ça remet en cause le modèle de Thomson? Parce que Thomson voyait que tout ça, c'est plein. L'intégralité de l'atome est plein. L'intégralité. Et non, c'est une structure à trous. D'accord? Donc en fait, on a découvert, question 6, l'atome est... Pardon. Je vais y arriver. Non, pardon. L'atome a une structure lacunaire car il est principalement constitué de vide. Ok. Et le doc 5 dans tout ça? Parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup utilisé le doc 5. Eh ben le doc 5 finalement ça résume. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, je suis en train de déplacer, n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre les corrections. Eh ben forcément effectivement vous avez l'histoire du ratio. Ça résume un peu tout ça en combinant et en rajoutant des informations. D'accord? On retrouve effectivement Rutherford là, ok, qui montre effectivement que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome en lui-même. Ok, là on a les rapports exacts. D'accord? Donc ce qu'avait dit Rutherford à l'époque avec son expérience. Ok. Et on rajoute une information particulière. Alors, je vais la survoler un peu parce que les électrons, le modèle de Schrödinger avec la position exacte des électrons, avec la probabilité de présence, c'est un peu compliqué. Je laisse ça pour les universitaires. D'accord? On vous en parlera un peu plus au lycée, mais voilà. Donc si vous voulez, le doc 5, eh ben non, il ne nous a pas beaucoup aidé là-dessus. Il a juste fait que résumer. Vous voyez que les informations sont souvent dans d'autres documents. Donc faites gaffe. Okay, un petit piège que je vous pose là. Faites gaffe, effectivement, parfois, il n'y a pas tout qui sert. Parfois, ça complète. D'accord? Complète des informations que vous pouvez déjà récupérer des autres documents. Ok? Bon.
je vous achève avec la trace écrite. Allez. Ce qu'il faut retenir de tout ça, rassurez-vous, ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça? Donc, globalement, le schéma que j'ai représenté ici. Donc, toute la matière est constituée donc, de minuscules particules qu'on appelle atomes. D'accord? D'une taille d'environ 10-10 mètres. Pour vous rappeler, normalement, c'est des choses que vous voyez en quatrième. J'ai reposté la vidéo à l'heure actuelle des quatrièmes si vous voulez aller la revoir. HS quatrième. Donc déjà la taille, hein, c'est très petit. Okay, et que à l'intérieur de ces atomes, hein, vous allez trouver des électrons chargés négativement, okay, qui gravitent autour. Hein, ça correspond aux petits points noirs qui sont ici. D'accord? Et d'un noyau au centre. Et dans le noyau, vous allez trouver des protons et des neutrons. Alors je lance ce mot-là. On la verra dans la prochaine activité. Hein, je commencerai à en parler en classe virtuelle. Il y a une particule encore dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est les neutrons. Et qui sont aussi au centre et qui sont aussi dans le noyau. D'accord? Donc, là pour le moment, ce que vous retenez, c'est qu'effectivement, il y a un noyau au centre, hein, où il y a des protons positifs et des neutrons neutres. D'accord? Et que l'atome, effectivement, est principalement constitué de vide. D'accord? Donc, pour rappel, hein, pour bien vous expliquer, l'atome, c'est tout ça. Ok? Et que dans cet atome, on va retrouver des électrons qui tournent autour, là, et un noyau au centre, où on a des protons et des neutrons. D'accord? Bon. Notez bien ça, redigérez ça tranquillement, et on se revoit de toute façon en classe virtuelle ou en présentiel pour un peu plus de détails. Sur ce, bon courage pour la suite.